Business Challenge, le magazine de l'économie et de l'entreprise. Niger Telecom, sponsor officiel de Business Challenge. Niger Telecom pour mieux vous servir. Ravi de vous retrouver pour cette édition Business Challenge. Chers téléspectateurs, c'est notre 84e numéro de Business Challenge sur la chaîne panafricaine Africable. Vous nous recevez également sur Bonferré. Les deux chaînes sont sur le bouquet Canal. Nous allons ouvrir tout de suite cette édition avec vous en allant dans notre rubrique événements, dans les coulisses de l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération des chambres de commerce et d'industrie de l'espace CEDEAO. Cette Fédération des chambres de commerce a tenu son Assemblée générale ordinaire à Niamey et nous allons vous amener dans les coulisses des échanges relatifs notamment aux défis liés aux activités économiques et commerciales dans l'espace CEDEAO, mais également par rapport aux différentes mutations qui sont actuellement en cours à la fois au niveau africain mais également au niveau mondial. Nous allons continuer cette édition toujours en restant dans l'espace CEDEAO. Cette fois-ci, nous allons partir à la BCEAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, où il y a eu la présentation des comptes extérieurs et nous allons faire un focus sur la présentation des paiements extérieurs du Niger. Vous allez voir aussi les enjeux liés à cet aspect également. Et puis dans cette édition, nous vous proposons un reportage sur une formation à l'entrepreneuriat qui a été offert à un certain nombre de jeunes dans le cadre du réseau des structures d'accompagnement, le RESAYEN, qui a formé un certain nombre de jeunes qui serviront de relais pour l'entrepreneuriat des jeunes un peu partout à travers le Niger. Mais la formation s'est déroulée à Niamey. Nous clôturons cette édition en vous proposant un grand dossier en partenariat avec le PRODEC. Il s'agit de la vulgarisation du fonds d'appui au secteur privé de la formation professionnelle. C'est une opportunité importante qui a été mise en place dans le cadre du PRODEC pour faciliter le développement des structures qui œuvrent dans le domaine de la formation professionnelle. Et une mission du PRODEC a sillonné l'ensemble du territoire nigérien pour faire la vulgarisation de cette opportunité et sensibiliser les acteurs de la formation professionnelle à saisir l'opportunité qui consiste à être accompagnés pour améliorer leur cadre de formation, mais également pour améliorer la qualité des formateurs. J'espère que le menu de cette édition vous plaît. Calez-vous confortablement dans vos sièges pour 52 minutes d'information sur l'entrepreneuriat, le leadership et sur l'économie au Niger, mais également avec un regard sur nos 6 régions. A tout de suite. Les chambres de commerce et d'industrie des pays de la sous-région réunies en fédération ont été en conclave dans la capitale nigérienne du 21 au 23 février 2022. Il s'agit de la 9e Assemblée générale ordinaire de la Fédération des chambres de commerce et d'industrie de l'Afrique de l'Ouest, FEOACI. Les présidents des chambres de commerce et d'industrie et les délégations des 15 pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont participé à cette Assemblée générale ordinaire organisée par la FEOACI en collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie du Niger. Cette Assemblée générale ordinaire a pour objectif la présentation des rapports d'activité de la FEOACI, la présentation et l'approbation du programme d'activité et du budget exercice 2022, l'organisation du forum annuel des affaires, entre autres. En semi-présentiel, cette Assemblée générale ordinaire a été couplée d'un forum des entreprises axé sur le thème « Rôle des PME dans la croissance des entreprises dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine et à l'ère du Covid-19 ». Ce thème, au demeurant, constitue la préoccupation essentielle des secteurs privés, à savoir l'accompagnement des PME-PMI, afin qu'elles soient durables, compétitives et ainsi participer au mieux au développement et à la croissance économique dans le cadre de la ZLECAf, un objectif majeur qui mérite qu'on lui accorde une attention particulière. Je voudrais saisir à cet effet cette opportunité pour lancer un vibrant appel à l'endroit des autorités compétentes à tous les niveaux, afin que les conditions de la mise en œuvre effective non seulement du contenu local, mais également de la charte des PME, soient créées et adoptées pour faciliter l'émergence des PME et ainsi leur permettre de contribuer à la croissance économique et à la lutte contre la pauvreté. Pour notre part, en tant que secteur privé, nous ne ménagerons aucun effort pour apporter le soutien nécessaire à l'atteinte de cet objectif
Et c'est d'ailleurs dans cette logique que sont créés des regroupements des chambres de commerce et d'industrie dans nos espaces, notamment la CEDEAO, l'IMOA et le G5 Sahel, afin que nous puissions mutuellement mettre nos capacités au service d'irréversibles mutations économiques. Ce qui dénote la volonté des chambres à œuvrer ensemble pour le développement économique, la lutte contre le chômage et la pauvreté et de favoriser l'intégration économique dans ces différents espaces dans une approche concertée avec les pouvoirs publics. Pour le président en exercice de la FEOACI, cette 9e Assemblée générale ordinaire permet non seulement de faire le bilan de parcours de l'organisation, mais aussi de faire des projections afin de s'arrimer sur les nouveaux défis. Nous sommes en ce moment fixés et nous savons où nous allons. Nous avons pu donc conduire avec le soutien de nos partenaires techniques et financiers certaines activités clés que vous me permettrez de résumer très rapidement. L'étude d'actualisation des statuts de la FEOACI, le plaidoyer auprès des chefs d'État pour l'harmonisation du droit des affaires dans les États membres de la CEDEAO, le projet d'identification des femmes chefs d'entreprise dans les chaînes de valeur agricole traditionnelles et transfrontalières, la contribution à l'organisation du 7e Forum des affaires Afrique-Europe à Bruxelles, la mobilisation et la sensibilisation des opérateurs économiques sur et les perspectives de la zone de libre-échange continentale africaine sur le fond Covid-19 d'une part et la pertinence du terme de ce forum. L'entrée en vigueur de la ZLECAf a soulevé dans certains pays des craintes liées à l'expansion de la concurrence régionale. Des craintes justifiées par l'importance des PME dans nos économies nationales, obligées de faire face à la libéralisation des échanges à l'échelle du continent. Il ne fait aucun doute que les PME constituent le socle de nos économies nationales, avec 80% de l'emploi total et 50% du produit intérieur brut de toute l'Afrique. À ce titre, la maîtrise de leur rôle dans la croissance de nos entreprises doit être un enjeu majeur de nos pays. Autant dire, sans risque de me tromper, que le choix de votre thème est opportun et porteur d'espérance. Place au Forum des entreprises. Déroulées en hybride, les discussions au cours de ce forum ont porté sur l'état d'avancement de l'accord de la zone de libre-échange continentale, l'inclusion financière au profit du secteur privé, l'harmonisation du droit des affaires, le code éthique de la bonne gouvernance dans les entreprises et les organisations, l'introduction du programme EcoMet et ses avantages pour le secteur privé, ou encore l'analyse de l'environnement des affaires sur les entreprises dirigées par des femmes intervenant dans le commerce transfrontalier dans la chaîne de valeur agroalimentaire, entre autres. Au niveau de la FEOACI, nous tenons compte donc des expériences et des efforts fournis au niveau des locaux et nous allons plus loin pour appuyer les actions justement de nos chambres nationales. Le rôle de la fédération, c'est de coordonner au niveau, j'allais dire, international et aussi de permettre à nos chambres nationales justement de bénéficier de ce qui est fait à l'échelle continentale. Et aujourd'hui, vous reconnaissez que le secteur privé, en tout cas pour ce qui concerne notre région, est, j'allais dire, le moteur de la croissance. Et tous nos chefs d'État, en tout cas, sont convaincus que c'est avec le secteur privé. Et quand on dit secteur privé, c'est les opérateurs économiques, donc les chefs d'entreprise, et que c'est sur nous il faut s'appuyer pour que nos pays puissent avoir la croissance. Vous avez vu que dans notre zone UEMOA, en tout cas, le taux de croissance a été positif jusqu'à ce qu'il y ait la Covid. Mais malgré la Covid, le taux de croissance s'est amélioré. Et je peux citer des pays aujourd'hui où on est passé, j'allais dire de moins 1, de 1 et quelques, de 2
Mais il y en a qui sont aujourd'hui encore à 6% de taux de croissance. Initiative des chambres de commerce et d'industrie de l'Afrique de l'Ouest, la FEWASI a été créée dans les années 70 dans le but de permettre au monde des affaires de la sous-région de disposer d'un outil pour favoriser le développement, promouvoir l'intégration des opérateurs économiques de la sous-région. Elle défend également les intérêts du secteur privé de la CEDEAO. Le ministère des Finances a abrité la 14e édition de la journée annuelle de diffusion des comptes extérieurs du Niger au titre de l'année 2020. Tenue le 23 février 2022, cette rencontre a été organisée par la Direction nationale de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest BCAO pour le Niger, en collaboration avec le ministère des Finances du Niger. Initiative des autorités de la BCAO, cette journée vise à élargir le champ de partage d'informations liées à la balance de paiement et à accroître la perception de leur importance dans l'analyse, la décision et la formalisation des politiques économiques des pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. La balance de paiement est un puissant outil statistique indispensable pour mesurer les performances économiques d'un pays vis-à-vis de l'extérieur et partant d'identifier les facteurs de déséquilibre interne et externe de celui-ci. Elle permet par ailleurs de mettre à jour la dynamique de spécialisation empruntée par une économie au regard de ses dotations en ressources de base et des opportunités offertes par le marché extérieur. L'année 2020 a été marquée par la crise sanitaire de la pandémie liée à la maladie du coronavirus. Cette dernière et ses conséquences, en plus d'autres facteurs comme l'insécurité, avaient affecté l'environnement économique et financier international en général et nigérien en particulier. À cet effet, la balance des paiements du Niger était ressortie déficitaire par rapport à l'année 2019. La dégradation du déficit commercial entre 2019 et 2020 résulte de la hausse des importations conjuguée à une baisse des exportations. Les exportations ressorties à 642,3 milliards de francs CFA ont connu une baisse de 2,6% à raison principalement de la contraction des ventes des produits agro-pastoraux et pétroliers malgré l'accroissement des expéditions iranifères et aurifères. L'excédent des échanges financiers qui avait atteint 873,9 milliards en 2019 s'est réduit à 563,6 milliards en 2020, en ligne avec la chute des investissements directs étrangers et des investissements de portefeuille. Toutefois, le compte de capital s'est mieux comporté en 2020 avec un solde établi à 406 milliards contre 369,8 milliards en 2019, porté essentiellement par les transferts de capital en capital reçus par notre pays. Mesdames et messieurs, vous aurez noté que le profil du compte extérieur du Niger demeure caractérisé par un solde de transactions courantes déficitaires, dont la principale cause reste véritablement le déficit commercial. À cet égard, le caractère structurel de ce déficit courant et la faiblesse de nos exportations nous interpellent sur la nécessité de mettre en œuvre des mesures destinées à améliorer sensiblement l'appareil productif du Niger et renforcer la compétitivité des entreprises orientées vers l'exportation. Après l'ouverture de la rencontre par le ministre des Finances, une présentation des comptes extérieurs du Niger par la BCAO au Niger s'en était ensuivie. Occasion pour les participants présents et en ligne de constater les différentes évolutions de la balance de paiement du Niger et la particularité de celle de l'année 2020. De façon détaillée, nous voyons les différents produits qui constituent nos exportations. C'est des produits très peu diversifiés, c'est des produits, disons, primaires. Il y a très peu de produits transformés et c'est ça qui est générateur de valeur ajoutée. S'agissant des importations, donc ce qu'on achète, c'est des biens d'équipement qui entrent dans les différents chantiers. Comme nous sommes une économie en développement, il y a beaucoup d'investissements qui sont réalisés. C'est tiré par ces biens-là.
on en consomme pas mal. Il y a les services de télécommunication liés au roaming. Si un voyageur vient au Niger, donc il appelle, c'est des entrées pour nous, et le contraire, c'est des sorties. Donc on a aussi ces postes-là. Pour ceux qui sont intéressés, ils peuvent regarder le document La balance des paiements qui est disponible sur le site internet de la BCEAO et qui a été envoyé à la plupart des participants sous les formats papier. Il y a l'autre compte, ce qu'on appelle les revenus primaires. Les revenus primaires, c'est quoi? C'est les revenus des facteurs de production. À l'issue de la présentation des comptes extérieurs du Niger, des recommandations ont été formulées par le comité en charge de l'élaboration du document initial. Aussi, les perspectives pour l'année 2021 ont été déclinées. L'opportunité a été saisie par les acteurs présents de contribuer à l'atteinte de cet objectif. Bon, moi, je préconise à mon niveau vraiment sous forme de proposition, pourquoi ne pas peut-être se pencher vers le développement de PPP, n'est-ce pas, donc pour les grandes réalisations. Je dis bien des grandes réalisations, pour nous permettre au moins d'avoir des grandes infrastructures. Est-ce que ce n'est pas un moyen, n'est-ce pas, donc si on développe le PPP avec des pays vraiment preneurs. Et tout à l'heure, j'ai vu, comme vous avez cité, n'est-ce pas, donc certains pays avec qui le Niger entretient beaucoup plus. Vous avez cité des pays comme la Turquie, la Chine et bien d'autres pays. Et pourquoi ne pas développer cet aspect-là pour au moins que le Niger se trouve avec au moins ce moyen de communication, d'infrastructure et ainsi de suite. Les comptes extérieurs offrent un résumé de l'économie nationale en faisant ressortir les secteurs les plus dynamiques à l'exportation au cours de la période considérée. Ils affichent aussi les moins performants, nécessitant une attention particulière des autorités économiques et monétaires. La BCEAO, à travers les journées annuelles de diffusion de comptes extérieurs, entend mettre en place un système participatif de réflexion d'amélioration de l'économie des pays de l'espace UEMOA. Dans le cadre du programme des ambassadeurs de l'entrepreneuriat au Niger, initié par le réseau des structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat au Niger, RESAYEN, en collaboration avec l'ambassade de France au Niger, le samedi 19 février 2022 s'est tenu dans les locaux de Developlay une séance de formation à l'entrepreneuriat au profit de 30 entrepreneurs de la région de Niamey. Objectif de cette formation, sélectionner parmi ces 30 entrepreneurs deux, soit un homme et une femme qui vont représenter Niamey en tant qu'ambassadeurs de l'entrepreneuriat pour une période d'1 an. La caravane des ambassadeurs de l'entrepreneuriat, nous sommes à la seconde édition. L'idée est de sensibiliser les jeunes notamment à l'approche entrepreneuriale, mais également vulgariser la stratégie nationale de l'entrepreneuriat portée par le ministère de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat des Jeunes. Et l'autre aspect également, c'est de pouvoir nommer justement, sélectionner 2 ambassadeurs par région, un homme et une femme, au titre de l'année 2022. Au terme de cette caravane, l'un des objectifs visés, c'est déjà de structurer un réseau d'entrepreneurs au niveau de chaque région, parce que durant les sessions que nous avons eu à faire durant la caravane, les entrepreneurs se connaissent, ont un peu une idée de qui fait quoi où dans leur région. Donc, il y a déjà ce réseau qui se fait. Il y a cette séance d'information faite par le ministère sur la stratégie nationale de l'entrepreneuriat. Et on a la mise en place des ambassadeurs qui vont continuer en fait à jouer ce rôle fédérateur dans cet écosystème entrepreneurial. Dans le temps, pour créer une entreprise, en tout cas, ça nécessite beaucoup d'efforts. Il faut aller par ça, par là. Le NIF lui-même est établi au niveau de la DGI, les RCSM au niveau de la justice. Il y a d'autres formalités qu'il faut aller faire à la Chambre de commerce. Aujourd'hui, toutes ces procédures se font en un seul lieu au niveau de la maison de l'entreprise à travers les guichets uniques des formalités des entreprises. Nous pensons que ça, c'est vraiment une mesure très importante que l'État a prise pour pouvoir faciliter la création d'entreprises par les jeunes.
Aujourd'hui, l'équipe qui est sur l'axe Niamey-Tillabéri-Dosso, nous clôturons notre caravane aujourd'hui. Et après cela, nous allons avoir une rencontre qui va réunir tous les ambassadeurs des 8 régions du Niger, qui va les former. Et ces gens-là vont vraiment prendre le relais et ils vont retourner dans leur région. Ils vont commencer à former des jeunes et des femmes à l'entrepreneuriat. Pour les jeunes entrepreneurs, cette initiative est cordiale car elle pourra, entre autres, accroître l'opportunité d'emploi des jeunes. Quand même, vraiment, moi, je trouve cette caravane si pertinente. J'ai des caravanes qui, depuis, nous devrons essayer d'avoir ça, au moins en guise d'opportunités en faveur de la jeunesse. Généralement, à chaque fois, s'il y a des opportunités, des formations, des conférences, ça se base uniquement à Niamey. Surtout à l'intérieur du pays, beaucoup de jeunes et les femmes ne savent même pas c'est quoi l'avantage de l'entrepreneuriat. Les gens se focalisent uniquement sur les fonctions publiques. La personne finit ses études, il vient s'asseoir, attendre que le gouvernement l'embauche. Mais c'est la promotion de l'entrepreneuriat que Rayzan est en train de faire. Les gens vont avoir au moins une idée, ça va les ouvrir l'esprit par rapport, comme on appelle, à l'image de l'entrepreneuriat en tant que tel. En tant qu'ambassadeur de cette première cohorte, mon message à l'endroit des nouveaux ambassadeurs qui seront élus ou sélectionnés, c'est de se réarmer suffisamment de courage. De considérer que cette activité ou bien cette tâche qui leur sera accordée fera partie de leur formation. Et certainement, ils seront en mesure d'acquérir suffisamment d'expérience qui va aussi leur permettre dans leurs activités quotidiennes. Et il doit se rassurer qu'un jour, il fera partie de sa génération des meilleures personnes. Le programme des ambassadeurs de l'entrepreneuriat est une initiative qui mobilise plusieurs structures nigériennes d'appui à l'innovation et à la création d'entreprises et cadre avec la volonté des politiques gouvernementales à soutenir l'entrepreneuriat juvénile pour combattre le chômage et revitaliser l'économie nationale. La formation professionnelle et technique constitue l'une des solutions à l'inadéquation entre les compétences et la demande sur le marché de l'emploi au Niger. C'est dans ce cadre que le gouvernement du Niger met en œuvre depuis 2006 une politique sectorielle de l'enseignement et de la formation professionnelle et technique EFPT. Ainsi, les dispositifs publics de formation professionnelle mis en place par l'État du Niger sont accompagnés par des structures privées de formation dans toutes les régions du pays. Malgré le potentiel du secteur privé de la formation professionnelle, il est souvent confronté à un manque de ressources conséquentes nécessaires pour offrir une formation professionnelle de qualité. Les structures privées opérant dans la formation professionnelle se sont ainsi spécialisées dans des filières de formation tertiaire à faible coût et de faible pertinence en termes de création d'emplois. Par rapport à l'apport au privé, je peux vous dire qu'il est considérable. Et le privé vient en appui à l'État. L'État n'a pas assez de structures pour tout, pour tout prendre. Les centres, les écoles sont là. Ils n'ont pas très évolué par rapport à ce qu'ils étaient avant. Or, la population, elle s'accroît de jour en jour. Donc, vous voyez, et vraiment, ils sont d'un grand apport. Si ce n'est pas avec la création de nos centres, et on a créé 73 CET, il y a quelques 6 ans de cela, nous avons aussi des CFM. Sans ça, j'allais vous dire qu'il y a plus d'apprenants au privé qu'au public. Les dispositifs sont beaucoup plus nombreux dans le privé que dans le public. Maintenant, par rapport à la qualité de la formation, c'est vraiment un souci. Et ce qui fait que les résultats ne sont pas bons. Maintenant, lorsque nous partons sur le terrain, donc on essaie d'attirer leur attention et vraiment dans le respect du programme parce qu'ils ont l'obligation de respecter le programme. La mission de l'école demande assez de moyens. Et assez de moyens, c'est pour que la formation, n'est-ce pas, puisse être bien faite. Parce que là, il ne s'agit pas de prendre des thèses, de prendre des théories, n'est-ce pas, pour expliquer, mais c'est d'aller droit au but. Droit au but, j'allais dire, qui parle de la formation professionnelle parle de l'application, n'est-ce pas, de tous ces conseils, la théorie à la pratique. Et pour qu'il y ait pratique, il faut nécessairement qu'il y ait beaucoup d'investissements, surtout de gros moyens, n'est-ce pas,
permettant de mettre les enfants, n'est-ce pas, à l'épreuve. Et nous recrutons, n'est-ce pas, de tout venus. Et j'allais dire des gens souvent qui ne sont pas prédestinés pour enseigner, mais ils se reconvertissent, n'est-ce pas, en enseignant au fil du temps. Alors, donc, on en a besoin quand même de renforcement des capacités. Et j'ai vu, Dieu merci, n'est-ce pas, dans le projet d'appui, il y a le volet, n'est-ce pas, renforcement des capacités. Pour accompagner le secteur privé de la formation professionnelle, le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle a lancé, avec l'appui de la Banque mondiale, à travers le projet de développement de compétences pour la croissance PRODEC, un fonds compétitif d'appui au secteur privé de la formation professionnelle de plus de 2 milliards de francs CFA. Certains, ils n'entreprennent pas parce qu'ils ont assez de moyens. Parce que pour certains, c'est un gagne-pain, on dit. Pour eux, c'est un commerce, il faut trouver de l'argent. Or, l'éducation, c'est plus que ça. Donc, sincèrement, certains osent, pas parce qu'ils ont assez de moyens. Mais il y a aussi ceux qui ont des moyens qui sont en train de faire. Donc, ceux qui sont certains, il y a un besoin de financement. Et ils ont besoin d'un financement. Même ceux qu'ils en ont, ils en ont encore besoin. Donc, ils ont besoin de ressources financières. Et ils ont besoin de suivi régulier de notre part. Et des fois même, on peut dire du renforcement des capacités. Que ce soit sur le plan pédagogique, sur le plan technique, tout ça, ce sont des besoins qui sont identifiés sur le terrain. Le fonds d'appui compétitif aux établissements et groupements féminins intervenant dans la formation professionnelle vise à financer des projets pouvant développer des enseignements de qualité de divers niveaux dans les secteurs prioritaires identifiés par le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle que sont l'agro-industrie, l'élevage, le BTP, les cures et peaux, le tourisme, les métiers du numérique et les métiers spécifiques aux femmes. Un premier appel à candidature a été lancé en mars 2021 et à l'issue du processus de sélection, 16 structures ont été retenues pour bénéficier du fonds compétitif d'appui au secteur privé. Les conventions ont été signées avec ces structures pour la mise en œuvre des projets pertinents de formation professionnelle de qualité au Niger. Depuis de nombreuses années, nombre de partenaires techniques et financiers accompagnent l'État du Niger dans ces questions de développement de compétences. La Banque mondiale, depuis 2014, est avec nous dans ce processus d'appui à la formation professionnelle et donc à l'insertion des jeunes. Il faut noter que dans ce processus et dans cette politique d'accompagnement des jeunes, le secteur privé, dont vous êtes de dignes représentants, ici autour de cette table, accompagne fortement l'État du Niger. C'est le lieu de le noter et de le saluer. En 2021, donc, le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle a mis en place, avec l'appui financier de la Banque mondiale à travers le PRODEC, un fonds compétitif de soutien au secteur privé de la formation professionnelle de plus de 2 milliards de francs CFA. À l'issue du premier appel à candidature lancé en mars 2021, dont nous sommes aujourd'hui au bout du processus, en tout cas de mise en place, 16 structures ont été retenues pour bénéficier de ces ressources-là. Qui dit convention, dit droit, et dit aussi devoir. Ainsi que l'a rappelé Monsieur le coordonnateur, je nous invite tous, vous, les bénéficiaires, nous, le ministère, à mettre tout en œuvre pour que nous puissions tenir ces engagements et faire que cette activité que nous pouvons considérer comme très innovante puisse se reproduire dans le temps. Moi, je dirais que c'est exceptionnel. Vraiment, c'est formidable. Il nous faut ce genre de choses au Niger. Vous voyez ? Parce qu'aujourd'hui, l'État nigérien a besoin d'appui. Certes, dans son volet création, je vais dire d'entreprise, création d'emplois, il y a toujours en perspective cet appui qui est annoncé. Mais il ne vient pas parce que l'État nigérien n'a pas les moyens. Et d'ailleurs même, ils ont été vigilants. Ils ont dit l'État peut accompagner, peut aider. Ça veut dire que quand on dit peut, c'est lorsque l'État a les moyens. Mais quand l'État n'a pas les moyens, donc l'État ne peut rien faire. Donc il faut qu'il y ait l'appui, n'est-ce pas, de ces bailleurs de fonds pour accompagner, n'est-ce pas, l'État. Nous sommes très fiers
Et nous attendons, n'est-ce pas, d'autres bailleurs de fonds, n'est-ce pas, pour appuyer l'État aussi, n'est-ce pas. On ne demande pas de l'argent, hein. On demande des matériels, on demande le savoir-faire, tout ça pour pouvoir booster notre enseignement et pour pouvoir accompagner, n'est-ce pas, notre économie. Il y a des enfants qui sont là, nous sommes en train de les former. On leur parlait souvent de certaines machines qu'ils n'ont jamais vues. Machines d'étiquetage, machines de conservation, machines d'emballage, machines, etc. Mais ils n'ont jamais vu, sauf sur les photos que les enseignants ont l'habitude de leur montrer. Mais nous avons demandé, n'est-ce pas, pourquoi ne pas avoir ces machines, si tel est que ces machines peuvent être disponibles. Nous avons demandé effectivement et nous avons été bien reçus, n'est-ce pas, par rapport à notre projet. Actuellement, nous attendons d'un moment à l'autre qu'on nous amène, n'est-ce pas, ces machines. Nous avons demandé au projet de nous aider avec des équipements de travail, à savoir les machines à coudre, qui permettront d'apprendre à 50 jeunes de 15 à 30 ans la couture. Les 40 jeunes, nous allons les former ici au foyer Arzika du village artisanal. Et les 10 autres restants, nous allons amener les équipements à la prison des mineurs de Niamey pour apprendre à 10 jeunes la couture. J'ai soumis un dossier, il faut dire que le dossier a passé. Maintenant, qu'est-ce qu'on a demandé? On a demandé du matériel exclusivement parce que je crois que c'est la seule intitulé du projet. Nous avons demandé des ordinateurs, on en a eu 30 parce que nous formons en informatique. Nous avons pensé que dans la zone où nous sommes, il faut permettre aux jeunes qui n'ont pas la chance de venir à l'école, qui n'ont pas la chance de payer la scolarité, d'être formés aussi en informatique. Il faut les outiller. Ensuite, nous avons suffisamment bien formés. Ensuite, nous avons soumis aussi du matériel pour la cuisine. Ainsi, nous avons eu 5 cuisinières à gaz qui vont être ajoutés à tout ce que nous avons déjà. Donc, nous pensons que la cuisine aussi aura des modules que nous allons apprendre aux apprenants qui vont arriver. Le projet que nous avons présenté, c'est dans le cadre du bâtiment génie civil. Et là, on a été retenu parmi les 16 centres donc sélectionnés, et surtout dans la filière en tout cas que nous avons présentée. Une filière où nous avons remarqué qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont intéressés dans le domaine du bâtiment. Et là, vraiment, le projet est tombé à point nommé. C'est un grand, vraiment, ouf de soulagement en ce qui concerne cette jeunesse. C'était un projet sur l'aviculture. L'aviculture formée. Donc, ce faisant, nous avons réfléchi. Bon, pourquoi rester toujours dans le tertiaire? Comme je l'avais dit tantôt, il fallait donc essayer d'aller un peu vers l'aviculture, en vue de permettre aux jeunes très rapidement de pouvoir un peu de revenir, activité générative de revenus, si je peux le dire comme ça. Une deuxième phase du fonds d'appui au secteur privé de la formation professionnelle a été lancée par le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle à travers une mission d'information et de sensibilisation des établissements privés et des groupements féminins concernés dans toutes les régions du Niger. Ainsi, des séances ont été organisées dans les chefs-lieux des régions du 31 janvier au 12 février 2022 et ont permis de mobiliser dans un premier temps les autorités locales afin d'encourager les acteurs ciblés à profiter de l'opportunité offerte à eux. La question de l'employabilité et l'insertion des jeunes au Niger sont d'une importance capitale pour le gouvernement du Niger.
Elle a constitué à ce titre l'un des axes du plan de développement économique et social, le PDS 2017-2021. Le gouvernement du Niger, à travers le ministère en charge de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, conduit des projets visant à améliorer l'offre et la qualité de la formation professionnelle, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. C'est dans cette optique qu'en 2021, le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle a mis en place, avec l'appui de la Banque mondiale à travers le PRODEC, un fonds compétitif au secteur privé de la formation professionnelle de plus de 2 milliards de francs CFA. Un premier appel à candidature avait été lancé en mars 2021 et à l'issue du processus de sélection, 16 structures ont été sélectionnées pour bénéficier du fonds compétitif d'appui aux structures privées. Les conventions ont été signées avec ces structures pour la mise en œuvre de projets pertinents de formation professionnelle de la qualité au Niger. Il me plaît de rappeler que l'objectif visé à travers cette rencontre est d'informer tous les acteurs en prélude au lancement du deuxième appel à manifestation d'intérêt du Fonds compétitif d'appui au secteur privé de la formation professionnelle. De ce fait, la création de ce fonds est une parfaite illustration en acte concret de la stratégie qui vise à contribuer au développement économique et social de notre pays en offrant aux Nigériens des opportunités dans la création et le développement d'activités économiques privées. Dans ce cadre, un appel à candidature sera lancé le 14 février 2022. Vu l'importance de la rencontre, je vous exhorte à être ponctuel et assidu et surtout accorder une attention particulière aux présentations qui vous seront faites pour vous en approprier afin de constituer des dossiers répondant parfaitement au canevas qui vous sera présenté en vue de soumettre des projets pertinents pour notre région. Les séances d'information et de sensibilisation sur le fonds d'appui au secteur privé de la formation professionnelle ont également permis de réunir les établissements privés et les groupements féminins intervenant dans la formation professionnelle des 8 régions du pays pour leur présenter le fonds d'appui et modalités de soumission. Le chantier qui nous réunit ici, c'est l'appui au secteur privé. Et au niveau du ministère, il y a une direction qui a en charge la gestion des établissements privés. Donc c'est pour cela que cette mise en œuvre, elle en est responsable. Mais elle n'est pas la seule à faire. Elle n'est pas la seule à faire. Elle est une direction technique qui va faire l'examen technique des choses et ensuite, avec les autres structures qui sont impliquées dans la mise en œuvre, et voir comment les choses sont en train de se faire. Après, nous venons de voir, il y a 2 comités. Il y a le comité technique que nous allons voir d'analyse et il y a le comité de financement, de subventions et de suivi. Ce n'est pas seulement une seule structure qui fait ce travail. Ce travail qui est en train d'être fait, il y a beaucoup de partenaires. Et ces partenaires ne sont pas là par hasard. C'est parce qu'on a jugé qu'ils doivent être là qu'ils sont là. Parce que chacun aura son rôle à jouer dans cette mise en œuvre. Il y a 2 comités techniques. Le premier comité va faire son travail d'analyse. Il va donc dépouiller tous les dossiers reçus. Maintenant, il va donc présélectionner ceux qui lui semblent remplir les critères. Ensuite, le travail va être soumis au prochain comité, le comité d'attribution de financement et de suivi. Lui aussi, il va faire son travail et il va valider les dossiers donc, qui remplissent les critères. Donc, après cette étape, donc, lorsque la liste des bénéficiaires définitifs sera connue et elle sera matérialisée par un arrêté du ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Après ça, donc, maintenant, il n'y a plus de secret, c'est devenu officiel. On va informer tous ceux qui ont postulé. C'est ce qu'on a fait la dernière fois. On va informer tous ceux qui ont postulé. Ceux qui ont pu avoir l'avis favorable, donc ils seront informés.
Ceux qui n'ont pas pu avoir l'avis favorable, ils seront également informés. On va leur dire les raisons pourquoi leur dossier n'a pas passé. Les clauses dissimulationnelles, ce n'est pas nouveau. C'est vous-même qui avez dit, voilà ce que vous comptez faire dans votre projet de formation. Donc c'est sur cette base qu'on va. Vous avez dit, voilà ce que vous allez faire, et vous avez le devoir de faire ce que vous avez dit. Vous avez le devoir de respecter l'engagement que vous avez pris. C'est ça que vous allez signer. De son côté aussi, le ministère, c'est qu'il a comme devoir, lui aussi, il a le devoir de le faire. Entre autres, mettre à votre disposition les équipements dont vous allez bénéficier. Donc c'est ça la convention qui a été signée. Mais, une fois que vous avez pu bénéficier de cet appui, ça ne veut pas dire que c'est fini, on a fini avec vous, non. Il y aura un suivi qui va se faire pendant la durée de la convention. La dernière convention que nous avions signée, c'est pour une durée de 5 ans. Parce qu'il y a des équipements. Et la durée minimale pour un équipement, c'est 5 ans. On ne parle pas des matières d'œuvre qui sont consommables au premier usage. On ne parle pas de ça. Mais les grands équipements que vous avez acquis, il faut qu'ils soient là. C'est pour cela que de temps en temps, il y aura le suivi dont nous avions évoqué. Il y aura le suivi pour voir est-ce que ces équipements sont là, ils n'ont pas disparu. Est-ce que vous êtes en train de faire la formation? Parce que c'est ça l'objet de cet appui. Est-ce que vous prenez soin de ces équipements? Et en même temps aussi, ça serait une occasion pour le ministère d'apporter l'appui conseil. L'appui conseil, que ce soit sur le plan technique, sur le plan pédagogique, ça serait l'occasion, lors de ces suivis-là, de les faire. Je disais la dernière fois, nous avons reçu 182 dossiers. Et dans ces 182 dossiers, c'est difficilement que nous avions pu obtenir 16. Et 17, a désisté en cours de route. Donc nous avons continué le chemin avec 16. Donc une fois que le comité d'analyse ait validé la liste des soumissionnaires, un arrêté est pris par le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle pour dire dorénavant, voilà ceux qui sont bénéficiaires. Pour les 16 bénéficiaires, un arrêté a déjà été fait. Donc là, vraiment, je souhaite avoir l'attention de tout le monde parce que c'est là l'essentiel même de la présentation. Qui sont les bénéficiaires? D'abord, le fonds, nous avions dit que c'est en 2 milliards et quelques. C'est des dollars qui ont été convertis en milliards. Il y a eu un premier appel. On n'a même pas consommé la moitié. C'est pour cela que ce deuxième appel est en train d'être lancé. Si nous avions eu le financement, si nous avions eu des dossiers qui pourraient consommer tous les 2 milliards, certainement il n'y aurait pas à avoir un deuxième appel. Donc, ce que nous avons maintenant en jeu, c'est 1 milliard et quelques. 1 milliard et quelques, donc les dossiers qui vont être postulés. Maintenant, les bénéficiaires, comme nous l'avions dit, il y a 2 catégories. Les établissements privés de formation professionnelle et les groupements féminins intervenant dans la formation professionnelle, c'est-à-dire opérant dans la formation professionnelle. Les établissements privés de formation professionnelle, ça ne pose pas de problème. Tous ceux qui font la formation professionnelle se connaissent. Maintenant, l'information que je vais donner, c'est que vous allez postuler et ce n'est pas forcément les filières dans lesquelles vous êtes. Puisque les établissements privés savent, pour opérer dans une filière de formation, il faut avoir l'autorisation. Il faut avoir l'autorisation de le faire. Maintenant, pour cette fois-ci, nous avons fait une ouverture. Si vous êtes un établissement privé de formation, vous remplissez tous les critères demandés. Donc, vous pouvez bel et bien soumettre, bien sûr, le dossier. Donc, et maintenant, vous allez soumissionner dans les filières que nous avions dit. Nous allons les voir un peu devant. Vous pouvez soumissionner. Pour les établissements privés, il a dit que le plafond est de 200 millions. Pour les groupements féminins, et c'est 52 millions. Mais ce que je veux qu'on comprenne, parce que c'est là le nœud du problème, les groupements féminins qui sont intéressés, ce sont ceux qui opèrent dans la formation professionnelle, pas ceux qui font les AGR. Nombre d'années d'exercice, au moins 2 ans. Donc ce n'est pas maintenant qu'on va se créer. Le papier légal là que vous avez, ça fait au moins 2 ans que vous avez ces papiers d'exercice. Que vous soyez un établissement privé de formation ou bien un groupement féminin intervenant dans la formation professionnelle. En ce qui concerne l'appui, il y a 3 aspects pour lesquels on peut demander un appui. L'appui principal, ce sont les équipements, y compris les matières d'œuvre, tous ceux qui entrent dans la formation.
Le deuxième volet, ce sont les modules que vous pouvez demander. Par exemple, c'est une filière de formation dans laquelle vous n'êtes pas. Ça veut dire que peut-être vous n'avez pas de programme de formation, vous n'avez pas de module de formation. Donc là, vous pouvez demander à ce que le ministère vous élabore les modules de formation. Et le troisième volet, c'est le renforcement des capacités de vos propres formateurs que vous pouvez demander. Donc certains d'entre vous qui sont dans la salle ont dû se rendre compte s'ils ont fait des dossiers et les raisons pour lesquelles leur dossier n'a pas pu passer. Parce que dans les premiers montages, on nous parle de poste café, on nous parle de poste déjeuner, on nous parle des honoraires du formateur. Tout ça là, ça n'existe pas parce qu'il n'y a pas un franc. L'appui n'est pas sous forme pécuniaire, mais plutôt sous forme matérielle ou bien immatérielle. On a parlé aussi de projets non éligibles. Par exemple, l'action proposée. Si déjà vous avez 50 points, vous êtes admissible. C'est ce qu'on a fait pour les 16 points. Et pour les 16 dossiers précédemment, vous êtes admissible. Mais seulement, cette fois-ci, avec ce que nous avions fait comme action, nous pensons que nous allons avoir beaucoup de dossiers et beaucoup de dossiers de qualité. C'est notre souhait. Maintenant, si on arrive à avoir des dossiers et que l'enveloppe n'arrive pas à couvrir, on serait obligé de classer par ordre de mérite. Donc, il ne suffit pas seulement d'avoir 50, il faut être parmi les premiers pour en bénéficier. Donc, sinon, la dernière fois, comme on était en manque de dossiers, c'est vraiment 50. Si vous avez 50, là, vous êtes admissible. Et là, je vous apprends, le seul fait d'avoir un dossier pertinent, ça fait 40 points. Le seul fait d'avoir un dossier pertinent, qui est aussi dans le domaine, ça fait 40 points. Les différentes présentations faites ont ainsi suscité des échanges sur les détails pratiques de soumission. Afin d'assurer la compréhension des participants, le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle a apporté des éclaircissements dans les langues locales. Les participants aux séances d'information et de sensibilisation ont parfaitement cerné les contours de l'appui au secteur privé de la formation professionnelle et ont apprécié l'approche. Le problème du chômage aujourd'hui dans notre pays est un problème crucial qui tient à cœur en tout cas à tous nos gouvernants puisqu'il s'agit de l'occupation de la jeunesse. Et pour que cette jeunesse soit bien occupée, il faut qu'elle dispose de la compétence. C'est dans ce cadre-là donc que ces appuis ont été initiés par le ministère de l'Enseignement professionnel en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers. Et je dis que vraiment cette rencontre qui nous a permis d'avoir des informations relativement à la constitution des dossiers pour bénéficier de ces appuis-là. En tout cas, cette rencontre est venue à point nommé. Pour la région de Difa aussi, nous, comme nous avons suivi l'atelier, nous pouvons donc donner l'opportunité à d'autres femmes d'expliquer comment monter leur dossier et comment avoir des financements donc pour vraiment la marche de leurs entreprises. Donc, vraiment, cet appui peut vraiment parfaitement accompagner la jeunesse. Ce que j'ai compris de cette mission d'information, j'ai comme l'impression qu'au niveau de DIFA, il y a une particularité. On aurait dû prendre en compte cette particularité où l'enseignement professionnel ou l'enseignement privé dans la région de DIFA, c'est un enseignement qui n'est pas très développé. Et quand on va au privé professionnel, c'est encore plus compliqué. Ça, c'est un. Deuxièmement, par rapport au groupement féminin, je ne pense pas si dans la région, le contact que j'ai, vu mon travail au niveau de l'ACRA avec les différents groupements féminins qu'on a dans la région, je ne pense pas qu'on puisse avoir assez de groupements féminins qui peuvent répondre vraiment à ce critère de
de groupements féminins qui font de la formation. Certes, c'est des groupements féminins qui sont très actifs, qui font de très bonnes choses, mais malheureusement qui ne font pas la formation telle qu'on l'a définie ici dans ce fonds d'appui. Peut-être c'est de demander plus haut, qu'ils soient un peu plus souples, qu'ils prennent en compte certaines particularités régionales dans l'élaboration de ces genres de fonds d'appui qu'ils apportent au secteur privé. À l'issue de cette phase d'information et de sensibilisation, le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle a procédé au lancement de l'appel à proposition pour la deuxième phase de sélection des établissements privés et groupements féminins dans la formation professionnelle le jeudi 17 février 2022. Le fonds compétitif de soutien au secteur privé de la formation est mis en place au sein de la sous-composante 1.1 du PRODEC et s'inscrit dans le cadre de financement additionnel du projet. J'espère que vous avez agréablement suivi cette édition Business Challenge, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir accordé votre attention et votre confiance. Vous pouvez continuer à interagir avec notre équipe à travers les réseaux sociaux. Cherchez Business Challenge sur Facebook, vous allez nous retrouver. Vous pouvez également nous suivre à travers Twitter ou bien tous les jours interagir avec notre équipe à travers la radio Challenge FM 96.6 MHz. C'est la radio des entrepreneurs, c'est la radio du Niger qui avance. Et si vous êtes à Niamey et dans ses environs, vous allez pouvoir nous capter très facilement. Merci encore pour votre confiance, merci pour votre fidélité. J'espère que vous avez tiré un très bon profit de cette édition et rendez-vous dans 2 semaines pour une nouvelle édition. Bonsoir. Niger Telecom, sponsor officiel de Business Challenge. Niger Telecom pour mieux vous servir. Business Challenge, le magazine de l'économie et de l'entreprise.